Bonjour et bienvenue sur Zone Télé, la chaîne télé Santé Forme, Bien-être et surtout Médecine douce. Alors, il est conférencier, il est écrivain, journaliste, thérapeute, professeur d'acupuncture installé depuis 1982. C'est dire, il est ceinture noire, quatrième dan d'aïkido. Il ne faudrait pas aller le chatouiller, mais il est surtout également le directeur fondateur de l'école française de référence en acupuncture, le centre Imhotep, mentionné par l'INSERM quand même. Il a réussi à trouver un moment pour nous, pour Zone Télé. Bonjour Jean Mott. Bonjour et merci de me recevoir. Alors Jean, vous êtes né en 1960, à l'âge de 18 ans, vous partez au Japon. Que découvrez-vous? C'était un rêve, puisque j'ai commencé l'aïkido, j'avais 9 ans. Quelques 9 années après, j'ai la possibilité de partir au Japon grâce à mon professeur, Christian Tissier. Et donc, je vais aller visiter un nouveau pays, un nouveau continent, moi qui n'étais jamais sorti de mon petit village. Donc, c'était absolument fabuleux et j'ai découvert un peuple, j'ai découvert la gentillesse des Japonais, des rituels vraiment très constructif, je dirais, puisque ça, quand vous faites de l'aïkido, comme moi j'en faisais 6 heures par jour, donc on est obligé d'avoir une certaine discipline de vie et tout ça, ça a été bien évidemment quelque chose qui m'a construit. D'accord. Donc, à votre retour du Japon, vous décidez de vous former. Oui, parce que au Japon, j'avais eu l'opportunité déjà de découvrir l'acupuncture et ça avait été un choc, vraiment un choc, parce que je me disais comment avec quelques aiguilles plantées, eh bien, on n'a plus mal à l'épaule ou plus mal au ventre. Enfin, pour moi, c'était un mystère et j'ai trouvé ça assez fabuleux. Comme j'étais tourné vers le monde asiatique, ça ne pouvait que m'amener à aller plus loin. Et donc, rentrer en France, effet du hasard ou autre, je me retrouve dans une école qui venait d'ouvrir et qui était celle qui était orchestrée par Jean-Louis Blard et Charles Laville-Méry, deux grandes figures de l'acupuncture à l'époque. Voilà. Et donc, j'ai suivi ce cursus avec eux. Pas toujours facile, mais voilà, ça forme aussi. J'étais habitué à une discipline, donc ça a été assez magnifique. Et puis ensuite, bien évidemment, j'ai continué mon chemin dans ce domaine-là. Alors justement, vous parlez d'une acupuncture ésotérique sur certains côtés, c'est-à-dire. Alors, en fin de compte, il faut retracer un petit peu l'histoire, c'est-à-dire qu'on retrouve les premières traces de l'acupuncture en 1700 avant notre ère. Et très vite, il va y avoir deux courants, on va dire. Un courant qui va devenir euh, basé sur les pathologies des personnes. C'est-à-dire qu'on va prendre un être humain et on va dire, il a des symptômes et on va soigner ces symptômes-là. Et puis un autre courant qui est resté traditionnel dans le sens où il n'a pas changé par rapport à ce qu'il était à l'origine, beaucoup plus ésotérique, je dirais alchimique même, qui consiste à dire que la maladie n'apparaît que lorsque l'homme n'est plus aligné entre le ciel et la terre. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire qu'on ne va plus s'occuper du symptôme, mais on va s'occuper de l'alignement de l'homme entre ciel et terre. Et donc, l'homme devient un intercesseur entre des énergies qui viennent du ciel, qui tombent, et des énergies de la terre qui vont remonter. Et donc, les courants, on va dire, célestes et terrestres, l'homme est au centre de ces courants et doit absolument les absorber au mieux, sinon il devient malade. Et donc, Alors, notre traitement, excusez-moi, mais notre traitement, du coup, c'est justement, avec des aiguilles, de mettre au bon moment la personne, c'est-à-dire au bon moment, piquer au bon moment lorsqu'une planète passe, le Soleil à telle hauteur, lorsque la Lune est à telle figure, c'est de piquer en fonction des astres. Donc, eh bien évidemment, il faut connaître pas mal d'astronomie. Et puis, bien évidemment, connaître un petit peu l'alimentation, puisqu'il faut se nourrir en fonction des saisons. bon. Mais alors, quand vous avez des consultants, vous les recevez à une heure précise, comment faites-vous justement pour être calé en phase avec la Lune et les autres planètes ou... Alors, la première fois qu'on les reçoit, bien évidemment, on ne peut pas les caler. On va les caler en fonction du moment où on les reçoit. C'est-à-dire qu'il y a une heure particulière où on les reçoit. Par exemple, là, nous faisons une conférence
à 17 heures, pour nous c'est 15 heures solaires, eh bien, ça correspond à un méridien particulier et donc on va travailler sur ce méridien-là. Bien évidemment, là, je reste assez simple hein, parce que je ne vais pas tout embrouiller non plus, mais donc on peut travailler directement sur le patient qui arrive à une heure déterminée, puis ensuite lui proposer de venir tel jour à telle heure, voire à tel mois, pour justement l'accorder. C'est vraiment accordé comme dans la musique. Si on sonne faux, on est malade. Si on sonne juste, on est en bonne santé. Alors, vous parlez de Japon, mais l'acupuncture, c'est une médecine chinoise à la base, non? Ah, alors, c'est une médecine chinoise à la base, vous avez totalement raison, mais les Japonais ont toujours été en quête aussi de cette technique-là. Aujourd'hui, au Japon, par exemple, ce sont des gens qui travaillent beaucoup plus subtilement. Hein, je dirais que la médecine chinoise en Chine était assez grossière, pour ne pas dire autre chose, parce qu'en fin de compte, lorsque vous avez mal à une épaule, on peut mettre un moxa, c'est-à-dire un cône d'armoise sur l'épaule, et on doit aller jusqu'au flickten, c'est-à-dire vous devez faire une cloque. Au Japon, ça n'existe pas, ça. On travaille totalement beaucoup plus subtilement, beaucoup plus finement. Qui de l'œuf ou de la poule, je ne pourrais pas vous dire. Il semble bien évidemment que la Chine a la primauté sur l'acupuncture, mais très vite, les Japonais vont aussi l'utiliser. D'accord. Combien avons-nous de méridiens sur le corps? On a 12 méridiens sur le corps. Alors là aussi, la pensée chinoise est assez intéressante, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas de méridiens, elle va parler de fleuves. C'est-à-dire qu'il y a 12 fleuves, 4 mers, hein, des mers intérieures qui vont être la possibilité de nourrir ces fleuves, ou ces fleuves allaient se jeter dans les mers. Et donc, ces 4 mers et ces 12 fleuves, je vous parle de ça parce que toute la pensée chinoise est basée sur l'hydraulique. Ils ont très vite été obligés de maîtriser les courants de l'eau pour pouvoir, comment dirais-je, irriguer les rizières. Et donc, très vite, ils ont été des spécialistes de l'irrigation. Et donc, toute l'acupuncture est basée sur les systèmes de rivières, de fleuves. Et donc, 12 méridiens égale 12 fleuves, 4 mers, c'est-à-dire 4 zones sur lesquelles on va pouvoir prendre de l'énergie. Et toute la pensée chinoise est toujours, comment dirais-je, en parallèle à la nature. Ça, c'est très important. Hein. Ils observent la nature et ils l'appliquent dans l'homme, tout le temps. Et combien de points utilisez-vous en acupuncture sur un corps humain? Il y a combien de points en acupuncture? Alors, il y a 365 points, ça ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe, bien évidemment. Hein. Il y a 365 points puisqu'il y a 365 jours. Et on sait qu'on va effectivement chaque jour ouvrir un point ou d'autres points qui sont bien marqués. Comme je vous disais, ce qu'on appelle la chronoponcture, c'est-à-dire une temporalité dans les points. Piquer un point, c'est une chose. Le piquer bien, c'est une chose. Mais le piquer bien et au moment juste, c'est le grand art. C'est ce qu'on appelle le grand ouvrier. D'accord. Alors, après votre formation donc, en acupuncture, vous faites un DU, un diplôme universitaire d'astronomie astrophysique. Vous suivez une formation en plantes médicinales et également une formation en hypnose. Oui, alors tout ça, ça a été, en fin de compte, j'ai un cursus assez simple. J'ai toujours voulu comprendre l'acupuncture et donc l'homme par voie de fait. Et donc, les textes sont quand même très compliqués à comprendre, très compliqués à saisir, surtout en astronomie. Donc, il a fallu que je me perfectionne en astronomie. Et il y avait un diplôme universitaire qui était fait à Orsay par l'AFA, l'Association française d'astronomie. J'ai sauté dessus pour vraiment comprendre comment ça tournait là-haut, comment ça se positionnait, qu'est-ce que c'était qu'une écliptique, enfin un équateur, etc. Enfin, il fallait absolument comprendre la mécanique céleste pour pouvoir intégrer cela, je dirais, intellectuellement, pour ensuite on peut faire quelque chose au niveau de l'acupuncture. L'hypnose, c'est pareil, les plantes, c'est pareil, c'est tout simplement des formations pour aller plus loin dans la recherche et la compréhension de l'acupuncture et comment l'appliquer dans l'homme pour faire au mieux avec un minimum d'aiguilles. Parce que là, il y a une réelle indication importante aussi à noter. On ne doit jamais dépasser 7 aiguilles plantées. D'accord? Si vous en mettez plus, vous perdez de l'information. Plus on met des aiguilles, plus on perd de l'information.
Donc, le but, quelque part, c'est d'arriver à l'aiguille unique, si le rêve de tout acupuncteur. 7 aiguilles maximum plantées, comme 7 jours, comme une semaine, il y a un rapport avec ou Non, pas? non, non, ça, je ne sais pas s'il y a un rapport, parce que le nombre 7 est tellement dans toute notre culture. Je ne sais pas si elle est liée à cela, surtout que les Chinois ne sont pas sur le 7, hein, ils sont plutôt sur le dénaire, c'est-à-dire ils comptent par 10 jours. D'accord. D'ailleurs, dans ces périodes de 10 jours, vous pouvez avoir des périodes bien de 2 jours ou des périodes de moins bien, toujours pareil, de 2 jours. Donc, eux, ils sont plutôt sur le dénaire. Le septénaire, à mon avis, est plus occidental. Quatrième dan de l'aïkido, Jean Motte. Que vous a apporté l'aïkido au-delà de cette discipline à laquelle vous faisiez allusion au début de l'interview? Je crois la rigueur, la discipline, l'humilité. Ça peut se résumer en 3 mots comme ça. La rigueur, parce que quand vous êtes sur un tatami à 6 heures du matin, il faut une certaine rigueur. La discipline, vous devez vous exercer, vous exercer, vous exercer. Vous passez votre temps à vous exercer. Et puis l'humilité, parce que on se rend bien compte qu'on arrive à un moment donné à être très bon, mais que le très bon va commencer à décliner et qu'il y aura un très bon qui va venir derrière vous. Et que la voie, c'est d'être humble par rapport à ça. On ne peut pas rester très bon. Et puis, alors donc, le centre de formation d'acupuncture que vous avez créé, que vous avez fondé, que vous dirigez toujours, s'appelle Imhotep. Alors, y a-t-il un lien, un rapport avec l'architecte égyptien antique de génie ou c'est une coïncidence? Non, non, ce n'est pas une coïncidence. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à la Chine antique qui dit que lorsque vous voulez connaître l'ésotérisme ou l'ancien monde, il faut se tourner vers l'Égypte. Alors ça a été une première phrase, connaissant le peuple chinois qui est quand même un peuple fier, de dire qu'il y a une antériorité à cette connaissance qui est en Égypte. J'ai trouvé que c'était assez remarquable et notable. Alors, je l'ai pris, Imhotep, vous savez très bien comme moi que c'est un architecte égyptien qui a permis au roi de Djéser d'avoir une pyramide. Mais la mythologie raconte qu'il était architecte sur Terre, donc pour construire cette pyramide, et qu'au ciel, il y a Orion qui se fait piquer par le scorpion. Parce qu'à l'époque, très très loin avant nous, à l'époque, il y avait Orion et le scorpion qui étaient ensemble dans le ciel. Et donc, Orion tombe sur Terre et c'est Imhotep qui va le soigner. Et donc, le dieu des dieux va remettre Orion dans le ciel et le scorpion dans le ciel, mais espacés, c'est-à-dire qu'ils s'opposeront. Il y en a un qui est au mois de juillet et l'autre qui est au mois de janvier. Et ces deux-là au ciel, le maître du ciel va dire, eh bien, Imhotep devient le médecin des dieux au ciel et l'architecte sur terre. Donc j'ai trouvé que c'était un beau lien, un fil rouge qui nous unit encore une fois, puisque mon travail, ou du moins ce que j'enseigne, c'est que l'homme doit être aligné entre le ciel et la terre. La formation Imhotep proposée est une formation de 4 années quand même. Quels sont les prérequis, s'il y en a, pour intégrer votre centre et à qui s'adresse cette formation? Alors, cette formation, elle s'adresse absolument à tout le monde à partir du moment où vous avez le niveau bac. Pourquoi mettre un niveau? Tout simplement parce qu'il faut savoir faire de la prise de notes, savoir synthétiser. Les cours sont denses, c'est sur le week-end. Les cours sont très denses, hein, ils sont donnés non-stop. Ce n'est pas une lecture d'un document, c'est vraiment des professeurs qui sont des chercheurs qui parlent et qui vont amener leurs connaissances. Et donc, il faut avoir un minimum le bac pour pouvoir faire une synthèse des cours qu'ils reçoivent. Ça s'adresse à tout le monde. On a aussi bien des médecins que des agents de police. Vous voyez, l'écart est grand. C'est vague. On a des jeunes de 18-20 ans comme des gens de 55-60 ans qui veulent tout simplement avoir de la connaissance. D'accord. Et je crois que c'est surtout ça. Ce qu'on souhaite, c'est aussi je dirais, de la motivation. C'est-à-dire, pour pouvoir devenir thérapeute, il faut de la motivation. Ce n'est pas de l'information qu'on fait, hein. Le but de l'école, ou du moins
Ce que nous souhaitons, c'est former des thérapeutes. Et à ce titre, ça veut dire beaucoup de responsabilité de la part de l'élève qui doit apprendre la responsabilisation d'un patient, d'un être humain, comment lui parler, etc. Parce que c'est un être en souffrance qui va être pris en main. Donc, il faut bien le prendre en main. Et puis, bien évidemment, travailler avec ce qui est autour de nous, c'est-à-dire la médecine classique, etc. Où se déroulent les formations? Elle se déroule à Paris, puisque nous louons des salles sur Paris. Donc là, c'est rue des Jeuneurs, donc dans le 2e arrondissement, où nous faisons régulièrement. Donc il y a 12 méridiens. Il y a 12 séminaires le week-end, samedi, dimanche, et deux stages cliniques, puisque je suis l'initiateur de ces stages cliniques. J'ai été le premier à les proposer. Et aujourd'hui, si d'autres le font, c'est toujours un petit peu différent de ce que nous faisons, parce que nous faisons vraiment avec des patients qui viennent nous voir. Et donc, on apprend le métier, le vrai métier du compagnonnage, c'est-à-dire on apprend le métier sur le patient directement, quoi. Et donc, 12 séminaires, 2 stages cliniques par an, et ça, c'est le même modèle sur les 3 années, plus la 4e année, qui est un petit peu différente, puisqu'il y a une monographie ensuite à faire. Donc, les stages cliniques, ce sont en fait des stages pratiques, c'est ça? Voilà, c'est cela. Quel est le coût de la formation? Proposez-vous des facilités de paiement? Y a-t-il une prise en charge possible par Pôle emploi ou autre? Alors oui, il y a dit, donc c'est 3 100 € l'année, avec, si c'est pris en charge par un organisme, c'est 4 300 €. Et bien évidemment, il y a des facilités de paiement en 1 fois, 4 fois ou 10 fois. D'accord, pour rendre la formation accessible au plus grand nombre, et c'est très bien. Sur votre site, Jean-Claude, j'ai relevé esprit de compagnonnage, justement. C'est-à-dire que l'apprenant, pardon, est accompagné à l'issue de la formation, supervisé. Alors, non, le compagnonnage traditionnel, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion d'enseigner aux compagnons du Tour de France, et donc c'est un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une supervision à la fin. Une fois que l'élève a été validé comme étant thérapeute de notre part, on a pu aller le voir et à lui dire on va vous superviser. Ce n'est pas du tout ce système-là. Le système compagnonnage, c'est que lorsqu'il rentre, il est pris en main déjà par les professeurs naturellement, mais il est pris en main aussi par les 2e années et les 3e années. Pendant les stages cliniques, par exemple, toutes les années sont mélangées. Et donc, quand il a une question ou quand il a un souci, il y a un 2e ou un 3e année qui va pouvoir l'aider. Il y a une sorte d'entraide entre les promotions. Voilà, c'est cette entraide entre les Camaraderie. Pardon? Vous dites camaraderie entre les apprenants, une sorte un petit peu de confrérie. C'est ça, c'est une confrérie, c'est une autre façon de le dire, tout à fait, et qui est importante à mes yeux, puisque je pense que les rapports humains sont essentiels pour évoluer nous-mêmes. C'est-à-dire que si on n'a pas l'autre en face de nous qui nous fait miroir, on ne pourra jamais se corriger. Donc, cette façon de faire est très importante. Et par exemple, dans les stages cliniques, on vit un petit peu en autarcie, c'est-à-dire qu'on est parti, on vit en pension complète, on ne fait que de l'acupuncture et on ne parle que d'acupuncture. Donc ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire que vous vous regroupez, vous n'êtes pas dispersé par les problèmes réguliers qu'on peut tous rencontrer. Vous êtes vraiment pendant 4 jours à fond dans l'acupuncture. D'accord. La formation est sanctionnée par un examen, c'est quoi? C'est un examen pratique, oral, un mémoire à soutenir, un QCL. Et est-ce que la formation d'acupuncteur en France est reconnue par une autorité ou par une autorité d'État? Alors, la formation elle-même, l'examen lui-même, il est d'un théorique et un pratique en 3e année. C'est-à-dire il y a un examen théorique. Il y a pratiquement il y a 6 heures d'examen théorique. Hein, c'est assez long. Ce n'est pas un QCM. C'est vraiment des cas cliniques, mais par écrit. Et puis, il y a un examen pratique où il y a un examinateur, un élève et un patient. Et personne ne se connaît, c'est-à-dire que l'examinateur, je les prends de l'extérieur, c'est des examinateurs qui ne connaissent pas les élèves, un élève et un patient qui est là, et donc ce qui se passe à l'intérieur, c'est un examen pratique, c'est-à-dire qu'il doit gérer le patient dans sa totalité. Okay.
En quatrième année, il y a, alors ça, c'est la première partie du diplôme. Et la deuxième partie, c'est une monographie en toute la quatrième année, une monographie sur un sujet que l'élève a choisi, qui est importante parce que vous avez vécu 3 ans dans un esprit de, je dirais, de confraternité, de camaraderie. Ensuite, vous avez une année où vous commencez déjà à vous sortir de cette fraternité-là, et vous avez quand même un lien qui est important, c'est la monographie qui vous permet de toujours être en contact avec l'école. Puis après, une fois que vous avez validé votre monographie, alors vous êtes lâché tout seul comme un grand dans le vaste monde. Voilà, ça c'était pour la première question. Pour la seconde question, y a-t-il une instance qui reconnaît l'acupuncture? Non. En France aujourd'hui, il y a un no man's land, c'est-à-dire il n'y a pas de loi interdisant comme il n'y a pas de loi l'autorisant. Et c'est dans ce flou-là que nous, on se glisse entre les lignes. On aimerait bien qu'il y ait une sorte d'autorisation d'exercice, parce que je pense qu'elle est nécessaire pour soulager aussi tous ceux qui font ce métier avec cœur. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une sorte comment pourrais-je dire, euh, de loi qui serait trop stricte et qui ne nous permettrait plus du tout d'exercer ce qu'on souhaite faire. Par exemple, dans d'autres pays, c'est un médecin qui va dire tel nombre de séances, tel point à faire, etc. Bon, si c'est les petites mains, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne faut pas qu'on soit des petites mains. Il faut qu'on ait notre latitude, surtout que c'est très spécifique notre façon d'enseigner. Donc, pas de loi actuellement. Maintenant, on espère qu'un jour ça viendra. Mais de vous à moi, j'ai commencé l'acupuncture en 1978, on est en 2022. Quand j'étais jeune, on me disait l'année prochaine, on va voir. Voilà. Donc, je vais vous dire la même chose. L'année prochaine, on va voir. Nous verrons ça l'année prochaine, mais vous êtes favorable à ce qu'il y ait un encadrement un peu plus strict, enfin, un encadrement en tous les cas des formations et de la pratique dans un deuxième temps, j'imagine. Vous parlez, Jean-Mode, de pensée taoïste, naturaliste et d'approche humaniste de la souffrance. Oui, parce que naturaliste, je pense, je vous en ai glissé quelques mots, c'est-à-dire euh, observer la nature, c'est observer l'être humain. S'observer soi, c'est du nombrilisme et puis on ne va pas avancer beaucoup. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui se passe dans la nature pour comprendre ce qui se passe en soi. Quand vous avez, par exemple, quand vous avez la mer qui est agitée, eh bien, votre sang à vous est agité aussi. Quand vous avez une pleine ou une nouvelle lune, vous avez aussi des manifestations, pour certains, pas pour tous, hein, mais il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la lune. Par exemple, les pleines lunes, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Nouvelle lune, il y a des gens qui sont fatigués, on ne sait pas pourquoi. Donc, on est quand même soumis aux aléas du climat, du temps. Et donc, il faut observer ces climats, observer ces temps, pour pouvoir dire, voilà, moi, je suis dans ce milieu-là, je vis dans ce milieu-là, et si je comprends dans le monde dans lequel je vis, alors je peux comprendre quels sont les points qui vont être à stimuler pour augmenter ma capacité de gérer ces climats ou pour le diminuer. Donc ça, c'est la première chose, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis naturaliste dans le sens où elle s'occupe de la nature. En plus, elle est bio. Quand on réfléchit bien, on n'injecte aucun produit. Ce ne sont que des matières premières qui ne vont pas, comment dirais-je, user l'environnement qui est déjà suffisamment usé. Donc, je trouve elle a sa place aujourd'hui dans cet univers-là. Ensuite, cette souffrance, alors l'approche humaniste de la souffrance, si vous voulez, c'est qu'on est à l'écoute. Voilà. Si vous prenez sur Internet le temps moyen d'une consultation par la médecine, c'est 12 minutes. D'accord, 12 minutes, et ça, c'est vraiment le temps max. 12 minutes pour recevoir un patient, l'écouter, etc. Nous, c'est pas ça, c'est beaucoup plus long. Donc, obligatoirement, on a plus d'informations. Obligatoirement, le patient, il vient aussi décharger toute son histoire. Et donc, quand il souffre, il faut bien comprendre que le mot souffrance, c'est quelque chose qui brûle en nous, qui nous fait souffrir. Et donc, si ça brûle en nous, eh bien, ce qu'on veut, c'est déjà pouvoir se décharger de ça. Alors, ce qu'on va demander au thérapeute, c'est d'encaisser
le surplus de souffrance que j'ai, d'en prendre une partie pour qu'on puisse déjà petit à petit aller mieux. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une souffrance, enfin, on a une approche humaniste parce qu'on est vraiment à l'écoute de ce patient, on est responsable de ce patient et, et je crois que c'est la plus belle chose dans ce métier qui est là. Ce n'est pas l'outil acupuncture par lui-même qui est magnifique, c'est la relation de cœur à cœur avec son patient, entre le thérapeute et le patient. Mais ça ne s'enseigne pas, ça s'apprend en stage clinique. C'est pour ça que dans ce qu'on appelle le compagnonnage, c'est apprendre le métier. Le métier, je peux vous dire 10 000 fois, il faut que vous ayez une relation de cœur. Tant que vous n'avez pas vu ce que c'était qu'une relation de cœur, tant que vous ne l'avez pas exercé, vu exercer, puis ensuite mise en application, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc voilà ce que c'est qu'une relation humaniste. L'acupuncture est adaptée, conseillée pour quelles problématiques peut-il arriver qu'il y ait des effets secondaires indésirables? Alors, là, on va rejoindre ce que je vous ai expliqué tout au début, c'est-à-dire ces fameuses deux lignées. La première lignée qui est la médecine traditionnelle chinoise qui va s'occuper des symptômes. Et dans ce cas, ces symptômes, l'ensemble des symptômes fait un syndrome et donc va pouvoir être classé comme étant telle ou telle maladie. C'est-à-dire que si vous venez avec, je ne sais pas moi, une hépatite, on va dire, OK, l'hépatite, il a tel ou tel symptôme et donc on va soigner par rapport à ça. Nous, ce n'est pas du tout cette école-là. Nous, l'école que nous faisons, ce n'est pas par rapport à des symptômes, donc on ne peut pas venir en disant « j'ai une hépatite ». Ce n'est pas possible. L'hépatite, ça a été diagnostiqué par le médecin, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'hépatite? Quel est l'environnement dans lequel vous vivez? Quel est l'environnement dans lequel vous avez subi un traumatisme tant psychique que physique pour en arriver à faire cette hépatite? Donc, on ne s'occupe pas de l'hépatite, on s'occupe de ce qui a déclenché dans votre organisme des symptômes qu'on a classés comme hépatite. Donc, c'est vraiment deux choses bien distinctes. Je m'excuse, mais la deuxième question était… Y a-t-il des contre-indications? J'en rajoute une, genre, y a-t-il des contre-indications à pratiquer l'acupuncture et peut-il arriver qu'il y ait des effets secondaires indésirables? Alors, des effets secondaires indésirables, non, ils sont maîtrisés normalement, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'on fait et comment va réagir le patient. Par exemple, on peut lui dire, vous savez, là, avec ce que j'ai fait, pendant une journée ou deux, il est possible que le sommeil ne vienne pas du tout. Voilà. Ou bien qu'il y ait une élimination, vous ayez des problèmes au niveau du ventre pendant 72 heures, ça c'est possible. Donc ça, on est capable de pouvoir le dire à nos patients, on les prévient et généralement, ça se passe très bien. Là aussi, s'il y a quelques soucis, ils téléphonent immédiatement au thérapeute qui doit répondre immédiatement aussi. Les contre-indications, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Aucune. C'est ça qui est absolument magnifique aussi. Prenons par exemple un système qui est un petit peu compliqué, c'est le système des glandes à traiter. Vous savez qu'un endocrinologue, c'est tout un art pour l'endocrinologue, sa spécialité, parce que quand il va bouger une glande, ça va faire bouger le reste, toutes les autres. Et donc, c'est compliqué d'ajuster un traitement. Nous, on a la chance de pouvoir travailler sur un système glande, mais quand on travaille sur une, elle ne va pas perturber les autres, donc ce qui est quand même assez extraordinaire. On n'a pas de contre-indication du tout. Bon, ça ne peut qu'aller mieux. Donc, alors, si vous avez envie de vous former à l'acupuncture, vous êtes à la bonne adresse, au bon moment, au bon endroit. Le Centre Imhotep à Paris qui organise 2 journées portes ouvertes par an. Quelles sont les dates 2022, Jean Motte? Alors, je les ai notées pour ne pas faire de bêtises. Il y a le 19 mars et le 18 juin. Voilà, 19 mars et 18 juin. Vous pouvez trouver ça d'ailleurs sur le site du Centre Imhotep, de www.centre-imhotep.com. Et qu'est-ce que ça va nous apporter, puisque je pense que c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une porte ouverte? C'est déjà être en présence des personnes qui vont vous enseigner. Ça tombe bien parce qu'en ce moment où on travaille tous par Zoom, où on a eu des moments compliqués, où on devait s'isoler un petit peu, là au moins on sera l'un en face de l'autre et à répondre à toutes les questions possibles. Vous savez, cette rencontre, encore une fois, dont je parlais, d'humain à humain, et afin d'avoir son ressenti propre. Je pense que quand on fait une porte ouverte, c'est pour qu'on puisse sentir l'ambiance et de savoir si on est prêt à y aller, quoi. C'est aussi ça.
pour obtenir les réponses aux questions que l'on peut se poser sur la formation en face à face, de manière physique. Voilà, si vous avez aimé ou pas, vous pouvez l'écrire, vous pouvez commenter, on vous invite, liker, partager et puis, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne ZenZone pour ne manquer aucune des prochaines interviews thérapeutes. Jean Motte, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone Télé. Merci à vous et puis une très bonne soirée. Et puis merci aux auditeurs. Merci Jean. Bonne continuation. Merci.